Alors bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous à cette conférence sur la didactique de l'astronomie. Mon nom est Liliane Dionne, je suis professeure à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Je suis très heureuse que Emmanuel Rolinde m'ait invitée pour faire cette présentation dans le cadre du colloque Astro-Édu. Ma présentation s'intitule Les pieds dans la terre, la tête dans les étoiles pour une transition écologique, curriculaire et dans la formation des enseignants. Alors, cette présentation se divise en trois volets et vise trois principaux objectifs également. Donc, le premier volet dont je vais vous entretenir, c'est la transition écologique, l'importance de l'équilibre écologique sur Terre, mais aussi pour l'enseignement des sciences, technologies et environnement. Le deuxième volet qui sera la transition curriculaire, donc l'importance de réinventer un curriculum qui va permettre d'optimiser l'enseignement des sciences, technologies et aussi l'éducation à l'environnement. Et finalement, le troisième volet que je vais aborder, c'est la formation des enseignants. Donc, je vais vous présenter un modèle de formation des enseignants basé sur les communautés d'apprentissage qui ont été au cœur de mes recherches avec la formation des enseignants, le développement professionnel des enseignants depuis plus de 20 ans. Évidemment que je vais aborder différents contenus, des notions, des idées également que je vais proposer. Euh, donc, euh, je vais toucher entre autres à la problématique actuelle reliée à l'enseignement des sciences et technologies, en particulier dans le contexte canadien, en particulier aussi dans le contexte ontarien, étant donné que je suis professeure à l'Université d'Ottawa et que Ottawa, c'est dans la province de l'Ontario. Je vais aussi aborder la notion du place-based ou du environment-based education ou place-based curriculum ou instruction, comme on peut trouver dans la littérature, donc il y a différentes dénominations pour s'adresser, pour finalement parler de ce type d'éducation. Je vais aussi aborder l'idée que les curriculums scolaires pourraient en fait graviter autour d'une connaissance, une meilleure connaissance de l'environnement, dont l'environnement aussi céleste. Aussi, je vais aborder l'idée que les sujets astronomiques que les enfants pourraient apprendre sur l'environnement pourraient, dans le fond, être modulés selon leur niveau de, comment je pourrais dire, leur niveau de développement, mais aussi selon les niveaux scolaires. Et finalement, je vais aussi aborder la notion de formation des enseignants en astronomie, mais aussi en général. Bon, c'est pas, toutes les notions ne sont pas nécessairement couvertes là, dans ce tableau. Donc, j'aimerais débuter premièrement en rendant hommage à la terre, en fait, sur laquelle je vous fais cette présentation, qui est la terre, en fait, des Autochtones, des Anishinabés, qui étaient ici avant l'arrivée des Européens. Moi, j'ai grandi en Abitibi, je suis québécoise et j'ai eu la chance de grandir près d'une magnifique rivière qui s'appelle la rivière Nottaway. Donc, c'est des mots amérindiens. Cette rivière-là servait à la traite des fourrures quand les Blancs sont arrivés au Canada. J'ai toujours, au plus loin que je me souvienne, aimé la nature. J'ai toujours envie de la connaître, de m'en approcher. Si bien que ma première formation a été en agriculture, puis ensuite en biologie, écologie, pour ensuite me perfectionner en enseignement de la biologie, de l'écologie, et ensuite j'ai fait une maîtrise et un doctorat en éducation. Pour moi, je suis convaincue que l'humain a une mission. Chaque être humain, on a une mission sur Terre. Et pour réaliser cette mission, évidemment qu'il faut préserver la planète. Les humains ont énormément de potentiel pour apprendre. Je pense que même nos capacités d'apprentissage sont pas encore tout à fait connues, tout à fait mises à jour. Je pense qu'on a une grande capacité. Pour moi, l'humain apprend en construisant sur la connaissance, sur la base qui est déjà connue. Donc, un enfant va construire sa connaissance en partant de son corps qu'il découvre comme petit enfant.
Et ensuite, il va découvrir sa maison, sa famille, sa cour, ses parents, ses amis, son quartier, puis ses découvertes vont se faire en expansion finalement. Il va ancrer ses connaissances sur ce qu'il connaît déjà, sur ses acquis. Le curriculum, et on voit bien que j'aborde beaucoup dans le sens de Vygotsky pour le socioconstructivisme. Et le curriculum, les contenus à apprendre, selon moi, devraient suivre cette logique, pourraient suivre cette logique en fait. Et je crois aussi qu'on devrait mettre plus de ressources. Bon, je parle de livres, mais ça peut être aussi. On dit que les enfants sont trop devant les écrans, donc moi j'aime bien les livres aussi, les livres papier qu'on peut manipuler. Donc on devrait, dès le plus jeune âge, favoriser la lecture que même les adultes font la lecture aux enfants dès le plus jeune âge et favoriser évidemment les bibliothèques familiales, les bibliothèques scolaires. Donc ça, c'était mon ontologie, mon épistémologie pour faire un bref tableau. Euh, donc, mon premier volet, c'est pour une transition écologique. Alors, comme biologiste écologiste et comme être humain et comme observatrice de ce qui se passe actuellement sur la planète, selon moi, les humains, on peut plus continuer comme ça au niveau de l'impact sur l'environnement. Il y a nécessité d'une prise de conscience de notre lien qui nous unit à la Terre, à l'univers, à nous-mêmes également. Et selon les traditions autochtones, nous formons un seul corps avec la Terre. Et selon cette croyance, la Terre serait en fait une tortue sacrée qu'il faut protéger. Et cette tortue-là, elle nous protège aussi à son tour. Donc, nous avons la chance d'être sur une merveilleuse planète et ce que nous faisons avec ces ressources actuellement, c'est vraiment désastreux. Et les menaces qui pèsent sur l'équilibre de la planète peuvent mener à notre perte. Plus rien, c'est-à-dire, ça continue à amplifier, dans le fond, ces impacts négatifs sur la Terre. Les changements climatiques affectent l'équilibre de plusieurs régions du globe. Et ceci entraîne évidemment dans les régions évidemment du sud qui sont peut-être plus touchées par ces changements climatiques-là, des migrations. Et ces migrations-là, on peut s'attendre qu'elles vont s'intensifier si le rythme de la pollution continue. Et aussi, pour des astronomes, les astronomes que vous êtes, vous savez bien qu'on a une seule planète Terre et que les connaissances humaines, les connaissances scientifiques ne sont pas encore assez avancées pour qu'on puisse migrer sur une autre planète qui pourrait nous supporter, qui pourrait supporter la vie humaine. Alors, il faut donc, on a une Terre, un bijou, il faut protéger cette Terre. Puis, ce qu'on se rend compte, en fait, comme manifestation de cette énorme dégradation de notre environnement, c'est que on affecte les écosystèmes. Et par exemple, le plastique, qui est un polluant majeur, se trouve vraiment partout et va devenir dans les prochaines centaines d'années un véritable marqueur géologique. En fait, on s'est rendu compte que les chercheurs canadiens qui travaillent dans le Nord sur la nordicité avec les espèces nordiques se sont rendus compte que même les microplastiques se retrouvaient dans la chair des éders. Et j'ai un peu poussé ma recherche pour voir aussi que pas loin de vous, en France, c'est-à-dire en Écosse, sur les côtes de l'Écosse, ils ont trouvé des résidus de plastique dans pas moins de 10 espèces marines. Et ça l'engendre évidemment des mortalités précoces chez les animaux. Et ça, dans plusieurs régions du globe. Et puis, on pense il y a une croyance qui dit qu'il y a un septième continent et que ce septième continent-là serait dans le Pacifique Nord. Mais en fait, avec les photos satellites qu'on obtient, on s'est rendu compte que, dans le fond, ces vortex de pollution plastique qui se retrouvent dans les mers, dans les océans, se retrouvent en fait dans la majorité des océans du globe et des mers du globe. Et la diapo suivante vous montre que justement, selon les courants marins, ces amoncellements de plastique-là se retrouvent partout dans le globe. Donc, tous les écosystèmes marins on est en train de vraiment de détruire la mer. La mer qui, en fait, est
et notre source première, quand on regarde au niveau évolutif, on vient de la mer et on est en train de détruire notre source primitive de vie. C'est grave. Donc, si on ne fait pas une véritable transition écologique, la survie de l'humanité est menacée. Et pour que faire cette transition, il faut évidemment mobiliser les futures générations. On peut remarquer que dans les années précédentes, les années passées, les générations n'ont pas été assez suffisamment éduquées à aimer, à protéger la terre, à protéger l'environnement. Et selon moi, la solution résiderait donc en partie, et pas juste selon moi, il y a d'autres personnes aussi qui défendent cette position, c'est qu'il faudrait vraiment éduquer à l'environnement les générations futures. Mais pour éduquer les générations futures à l'environnement, évidemment, ça prend aussi un changement au niveau de l'école. L'école qui est en fait le créneau où les enfants se développent, où les enfants apprennent, où les enfants deviennent des citoyens. Donc, ça prend une transition curriculaire. Et ce que je propose, en fait, c'est un curriculum scolaire qui soit complètement réformé et qui soit basé sur l'étude de l'environnement. On peut appeler ça Place-Based Curriculum Education or Instruction ou Environment-Based Curriculum. Alors, par exemple, bon, je cite NAP en 1996 et c'est pas nouveau ce curriculum basé sur l'environnement. Je veux dire, Jean-Jacques Rousseau faisait des leçons dans les parcs en France il y a plusieurs décennies, mais on peut s'en inspirer pour revenir à ces notions de base de connaissance et d'appréciation de la nature. Alors que ce soit la rivière qui coule dans la municipalité des écoles, la chute de neige qui est tombée la nuit passée, la pleine lune qu'on voit dans le ciel ou l'arc-en-ciel. Donc, on peut observer notre environnement, qu'il soit immédiat ou plus lointain. Et cet éveil à l'observation peut évidemment faire l'objet de, d'une étude à partir de photos si on n'est pas en mesure de faire des observations directes et de créer des moments d'émerveillement, ce que j'appelle des moments wow. Et à partir de cette étude basée sur l'environnement, l'enseignant pourrait aborder les autres notions scolaires. On sait bien que les enseignants qui enseignent au niveau primaire enseignent toutes les matières. Et comme on en parlait hier dans les ateliers avec Emmanuel et avec aussi une dame, attendez, je vais pas, mais, Géraldine en fait, qui parlait aussi des autres notions scolaires. On a aussi eu des présentations sur les mathématiques. On a parlé aussi des STEM. Donc, on pourrait intégrer ces notions scolaires-là à des projets qui émergeraient de l'intérêt des enfants, qui émergeraient de l'observation de l'environnement immédiat. Ma prochaine diapo, justement, bon, un exemple, au Canada, nous avons des chutes considérables de neige. Je sais que plusieurs Européens en sont jaloux, mais je vous dirais qu'avec l'appel qu'il faut sortir, des fois, on aimerait changer de place avec vous, mais on pourrait, dans le fond, développer des connaissances sur les précipitations, sur la météo, sur les couches atmosphériques, sur les phénomènes atmosphériques, et ce qui nous amènerait encore plus loin dans l'étude de cet environnement céleste qui nous entoure. Donc, je m'excuse, la photo est peut-être pas très claire, mais entre Ottawa et Gatineau où j'habite, donc j'habite sur la rive québécoise, bien que je travaille dans la province de l'Ontario, on a une magnifique rivière qui nous sépare, qui s'appelle la rivière des Outaouais. Et cette rivière-là, en fait, elle côtoie des milliers d'écoliers du primaire. Donc, elle pourrait devenir source de projets qui pourraient permettre de comprendre sa biologie, son hydrographie, son histoire, sa géographie, de faire des mesures, de faire des graphiques, d'écrire des textes à son propos, de faire des poèmes, de la dessiner, de l'arpenter en courant, en faisant de l'exercice. Bref, une rivière qui pourrait animer un projet sans doute sur 7-8 semaines certainement. Donc, pour revenir peut-être au plancher de la réalité ontarienne au niveau de l'éducation, nous avons un curriculum en sciences et technologies qui a été, qui quand même, qui date de plus
de plusieurs années, de 2007 en fait, et une révision est en cours actuellement, mais ce curriculum-là, il morcelle les savoirs. Et quand on examine, j'ai eu l'intérêt de regarder ce curriculum-là sous l'angle des savoirs astronomiques, des savoirs qui nous aident à comprendre en fait les notions astronomiques. Et quand on regarde ce curriculum-là, on a vraiment deux blocs qui traitent d'astronomie, c'est-à-dire à 6 ans en première année et aussi à 11 ans en sixième année. Et entre les deux, il y a une espèce de vacuum, bon, où on parle de ce qui nous entoure aussi, de notions qui touchent la Terre et l'espace, mais qui évacue en fait les notions qui touchent les savoirs astronomiques. Et je pense qu'il y aurait moyen de revisiter ces savoirs-là. Donc, de toute évidence, il n'est pas viable d'enseigner l'astronomie seulement qu'aux enfants de 6 ans, puis d'attendre qu'ils aient 11 ans avant de leur en reparler. Et cependant, bon, je dois dire que je n'ai pas fait l'analyse du curriculum de France, je n'ai pas fait non plus l'analyse du Québec pour savoir si ces curricula, pardon, présentaient les mêmes lacunes. Donc, ce qu'on pourrait peut-être proposer dans un curriculum qui pourrait être remanié et peut-être qui pourrait considérer des projets qui toucheraient des notions astronomiques, c'est-à-dire qu'on pourrait regarder ce qui part de l'enfant du plus proche, donc le ciel, l'air, l'arc-en-ciel, les saisons, les précipitations, le jour, la nuit, la lune, le soleil, dès le plus jeune âge, dès 6 ans, et ensuite y aller globalement 7 ans, les étoiles filantes, les éclipses, les phases lunaires, les couches atmosphériques. Ensuite, 8 ans, des notions un petit peu plus abstraites de rotation de la Terre, révolution solaire. Ensuite, en quatrième année, nous pourrions approfondir la Terre comme telle et la notion de gravité aussi qui est importante au niveau de l'astronomie. Cinquième année, les constellations, le vol. Sixième année, l'exploration spatiale avec les fusées, les sondes, donc l'origine de l'univers également. Puis septième année, les galaxies, les exoplanètes. Huitième année, 13 ans, les missions sur Mars et ailleurs, les trous noirs, la vie extraplanétaire. En fait, c'est des propositions que j'ai faites de façon, en partant justement de cette idée-là d'y aller avec, on part de l'enfant et on s'en va en s'éloignant dans le fond et aussi au niveau de l'abstraction. Donc, c'est assez piagétien comme proposition. J'en suis consciente. Et, euh, et donc, en première année, on incite les enfants à jouer dehors, donc à regarder le ciel, à poser des questions sur l'air, sur la lune, sur les ombres, sur le soleil, sur le lever de la lune, sur le lever du soleil, sur le coucher du soleil, etc. Et donc, en étant ancré sur le milieu, on peut amener les enfants vraiment à observer ces phénomènes selon leur intérêt. Et évidemment, on pourrait aménager la classe aussi pour valoriser ces savoirs astronomiques avec des tables avec des étagères, des livres, des posters en classe, des modèles astronomiques, des imprimantes 3D, du matériel pour réaliser diverses modélisations, peindre le plafond de la classe avec des constellations, des projets artistiques, des applications pour iPad aussi, comme Star Walk 2, stations d'observation sur le toit de l'école ou des stations météo, des télescopes, des jumelles pourraient être des atouts pour intégrer les savoirs en astronomie. Et j'aimerais vous informer qu'en 2016, le gouvernement de l'Ontario a réformé son programme de maternelle jardin et de façon très intéressante et très congruente avec mon discours, c'est que ce curriculum-là, il place le jeu dans une culture d'enquête au cœur des apprentissages. Et quand on a fait, en fait, une de mes étudiantes à la maîtrise a fait son mémoire, sa thèse sur cette étude du curriculum. Et elle s'est rendue compte, en fait, que ce curriculum-là suivait l'approche Reggio Emilia, qui est une approche italienne qui prône un curriculum émergent qui part de l'intérêt des enfants.
Et l'enfant et l'environnement sont au cœur de cette approche-là. Et l'équipe pédagogique formée de l'enseignant, d'un aide-enseignant et aussi d'une ateliérista, qu'on dit en italien, je ne suis pas très ferrée en italien, mais guiderait le jeune enfant en fait dans la construction de ses savoirs et dans la compréhension du monde qui l'entoure et en particulier de la nature. Donc, mon projet de réforme curriculaire n'est pas si fou que ça parce qu'en fait, ça serait une continuité de ce qu'on on fait déjà en Ontario en petite enfance. Donc, pourquoi des enseignants? Il faut repenser tout ça parce qu'en fait, on doit se questionner sur pourquoi les enseignants du primaire doivent maîtriser et composer avec 7 ou 8 programmes scolaires. Ça veut dire c'est 7 ou 8 gros documents qu'ils doivent apprivoiser dans leur formation des maîtres, qui ici est post-baccalauréat et qui en fait est sur 2 ans, notre formation à l'enseignement. Alors qu'ils doivent enseigner toutes les matières, pourquoi on ne pourrait pas justement organiser cette formation des enseignants-là pour éviter un tel morcellement? Et évidemment qu'une approche transdisciplinaire permettrait de beaucoup simplifier ce casse-tête-là en favorisant une approche unificatrice, tant dans la formation des enseignants que dans la salle de classe. Et si on regarde l'exemple des Finlandais, ils ont une approche qui ressemble à ce que je propose aujourd'hui. Donc, on pourrait sans doute s'en inspirer, peut-être aller les visiter, les faire venir, ou en tout cas avoir un beau Zoom avec eux autres au niveau virtuel. Alors, mon troisième volet, je vais peut-être accélérer un peu, je vois que le temps file. En fait, au niveau de la formation des enseignants, il faut voir la formation comme étant à 2 volets. On a la formation initiale, donc c'est la formation qui se fait quand on forme les futurs enseignants, et la formation continue ou le développement professionnel quand les enseignants sont déjà en exercice. Et évidemment qu'on ne va pas utiliser une même façon pour former les enseignants quand ils sont à l'université ou ils sont dispersés dans les écoles. Donc, premièrement, que ce soit pour la formation initiale ou la formation continue, ça prend une sensibilisation aux connaissances astronomiques, aux connaissances euh, qui touchent les savoirs astronomiques. Et au niveau de la formation initiale, évidemment qu'on pourrait intégrer des activités d'apprentissage sur le thème de l'astronomie dans les cours de didactique des sciences. Mais si on s'adresse aux enseignants en exercice, ben là, on peut les rejoindre davantage par des conférences d'enseignants. On a des conférences d'enseignants en Ontario et au Québec qui sont francophones et que les enseignants fréquentent assidûment. Je pense qu'il faudrait aussi, puis ça a été pas nécessairement approfondi dans les différents ateliers, mais ça a été un questionnement, donc de fournir des pratiques gagnantes en didactique de l'astronomie. Et j'aimerais beaucoup attirer votre attention sur le tableau ST, qui est un site web de pratiques gagnantes en enseignement des sciences et technologies que moi et mon équipe de recherche avec Christine Couture et Lorraine Savoie, nous avons développé avec une recherche subventionnée par le gouvernement canadien de 2013 à 2018. Et il serait vraiment intéressant dans ce tableau ST-là, qui pourrait devenir un tableau STE éventuellement aussi pour englober l'environnement, de toucher à davantage de pratiques gagnantes en didactique de l'astronomie. Et donc, je vais enchaîner tout de suite sur la prochaine diapo. Donc, pour vous parler aussi des communautés d'apprentissage qui sont vraiment, qui est vraiment une de mes spécialités en recherche. J'ai mené plusieurs recherches sur les communautés d'apprentissage, j'ai écrit plusieurs textes sur ce sujet. Et en fait, avec Lorraine Savoisac, on a voulu faire une définition plus englobante des communautés d'apprentissage. Donc, la communauté d'apprentissage se définit comme un dispositif qui a 3 dimensions, en fait, une dimension cognitive, une dimension affective et une dimension idéologique. Et dans cette dimension cognitive, elle vise le développement de la pratique pédagogique, l'acquisition d'un savoir individuel et collectif et une quête de sens. Dans sa dimension affective, elle encourage l'enseignant au partage des savoirs et au soutien entre collègues. Et dans sa dimension idéologique, elle sert à l'émancipation des enseignants
Elle reconnaît le travail des enseignants comme étant des leaders pédagogiques. Et on travaille aussi avec l'utilisation des recherches en didactique dans des communautés d'apprentissage pour créer en fait une vision plus cohérente entre le monde de la recherche et le monde de la pratique. Donc, plus simplement, peut-être, on pourrait voir la communauté d'apprentissage ou la CA, comme l'acronyme le dit, c'est un groupe d'enseignants qui veulent en fait se rejoindre sur la base d'un projet pédagogique et ou curriculaire, donc des projets conjoints, des savoirs à approfondir, des tâches conjointes qui les intéressent, et dans le but que ces enseignants-là puissent améliorer leur pratique en classe et faire progresser les apprentissages des élèves. Et cette communauté d'apprentissage-là, elle pourrait évidemment être l'initiative d'enseignants, elle pourrait être l'initiative de l'école qui pourrait favoriser par le biais de ces leaders pédagogiques de tels dispositifs, mais aussi ça pourrait être créé par un chercheur ou une chercheure externe qui voudrait travailler avec les enseignants à l'amélioration de ces pratiques-là ou à approfondir des savoirs. Et souvent, ces chercheurs vont s'insérer dans des dispositifs de recherche, des dispositifs méthodologiques de type participatif, comme par exemple la recherche-action ou la recherche collaborative. Je ne vais pas rentrer dans tout ça là, parce que ça serait une grosse bulle qui prendrait encore plusieurs minutes. Mais je vous invite peut-être à aller consulter les travaux que j'ai faits avec justement Christine Couture, Lorraine Savoie et aussi les travaux de Lorraine Savoie, qui est une spécialiste aussi des communautés d'apprentissage et de la recherche-action. Mais nous avons travaillé justement sur ces communautés d'apprentissage-là. Comme je vous disais, il y a des dimensions dans les communautés d'apprentissage et qu'il faut tenir compte. Donc, il faut tenir compte d'un équilibre. Et nous avons, dans le fond, fait une étude de nos échanges avec les enseignants pour découvrir finalement qu'il fallait préserver l'équilibre à deux niveaux au niveau de la communauté d'apprentissage. Un équilibre environnemental de la communauté comme telle, du contexte comme tel de la communauté d'apprentissage et aussi un équilibre dynamique où il faut aussi nourrir les attentes des enseignants dans la communauté d'apprentissage. Donc, je vous invite à aller lire ce texte-là de 2013 sur ces différentes dimensions qui permettent, qu'il faut nourrir pour garder les équilibres dans la communauté d'apprentissage. Et nous pouvons penser, voir différents contenus, différents savoirs, étudier différents savoirs, les analyser avec les enseignants selon leurs intérêts, parce que ce sont des savoirs, des contenus négociés avec les enseignants qui adhèrent de façon tout à fait libre, sans imposition dans des communautés d'apprentissage. Et on peut parler d'ontologie, d'épistémologie, de savoir indigène, autochtone, savoir écologique, géologique, sur notre système scolaire, notre système galactique, sur les autres systèmes galactiques. Et là, peut-être que je fais des erreurs, mais en tout cas, je m'intéresse beaucoup à l'astronomie. Ça m'intéresse énormément. Les exoplanètes, la théorie quantique, l'origine de l'univers, et j'en passe. Et évidemment que de telles communautés d'apprentissage pourraient être démarrées pour favoriser la transition écologique et curriculaire. Et c'est tout un chantier qui nous attend comme chercheurs en éducation pour les 2 prochaines décennies. Je vais sans doute céder ma place pour la deuxième décennie. Ce travail demande à repenser la façon de travailler ensemble. Et le travail en éducation, selon moi, ne doit plus se faire en silo, mais bien comme un tissage ou un métissage. Métissage aussi entre cultures. Je pense qu'il faut s'entraider entre nous, entre cultures, entre pays. Il faut s'entraider. Et cette approche demande de revoir les programmes scolaires, la formation des enseignants, mais aussi les approches pédagogiques. Elle demande de considérer aussi les enseignants comme des véritables leaders de la société, car ce sont eux qui vont orchestrer ces programmes et ces projets éducatifs rassembleurs. Enfin, de tels CA, de telles communautés d'apprentissage pourraient être démarrées pour favoriser, attendez, je pense que c'est une répétition. Donc, finalement, une telle façon de faire pourrait nous permettre de nous positionner, de repositionner l'amour de la terre, de la nature au premier plan
et favoriser la transition écologique si nécessaire dans un contexte de pandémie comme on vit actuellement pour l'avenir de l'humanité. Et cette prise de conscience, on voit qu'elle se manifeste au Québec, peut-être aussi il y a des manifestations en France, mais juste pour vous dire vers la mi-mai 2020, il y avait plus de plantules de légumes dans les centres jardins, alors que d'ordinaire, les centres jardins vont jeter leur surplus au mois de juillet. Il y avait plus de poussins parce que plusieurs familles ont décidé d'avoir des poulaillers dans leurs cours en milieu urbain. On a vu aussi le retour d'animaux sauvages dans les villes. La planète, avec la pandémie, semble respirer, moins d'avions dans le ciel. Est-ce que ça va prendre une autre pandémie plus terrible encore pour permettre à la Terre de respirer si on ne bouge pas? Ça serait vraiment terrible de penser à une super pandémie éventuelle. J'ose pas y penser. Donc, je vous invite à consulter le tableau ST à www.tableaust.ca pour des pratiques gagnantes en sciences, technologies, environnement qu'on veut ajouter en fait avec les collègues, avec mon équipe. Et puis, je vous remercie infiniment. Et puis, si vous avez des questions, elles sont très, très bienvenues. Merci tout le monde.